vous allez entendre cet après-midi. Donc moi-même, je me présente, Monsieur Rudy Carlier. Vous allez avoir l'occasion de croiser et d'entendre Marilyn Basile qui, elle, va faire une entrevue avec un candidat qui est devenu employeur. Je parle de Monsieur François Bernier, donc une expertise qui est d'autant plus valorisante puisque Monsieur Bernier est passé du candidat, du participant à l'employeur, donc il va pouvoir justement vous donner son aspect à ce niveau-là. Vous allez bien sûr à tour de rôle écouter également Samira Fezzani, Mélissa Lévy et Sonia Roy qui vont faire cette présentation sur justement la grande question du jour. En emploi, faut-il parler de ses limitations? Alors, une après-midi, comme je le disais, bien remplie, avec tout un beau programme. Donc, l'introduction que vous venez de voir justement avec cette petite capsule vidéo. Et nous allons très vite débuter cet après-midi avec une question que beaucoup se posent et qui sont fréquemment justement présentées dans nos bureaux lors des rencontres avec les candidats. Donc, on va aborder cette fameuse question. On va également arborer le handicap, un concept en évolution. Puis, vous outiller dans est-ce que je dois divulguer mon handicap, oui ou non? Donc, cette fameuse question, on va vous accompagner pour y répondre. À cette question, bien sûr, quels sont les avantages et les risques qui peuvent s'encourir si on divulgue cette information? On va également, comme je le disais, choisir le bon moment pour divulguer son handicap et c'est là qu'on va retrouver la vidéo avec M. François Bernier, participant devenu employeur. Ensuite, on poursuivra avec comment divulguer ces limitations, comment justement les apporter, les présenter, se préparer et également proposer des solutions dans ce cadre-là. On terminera tout doucement notre présentation avec les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi, puisqu'il faut savoir qu'il y a des programmes qui sont spécifiques auprès des entreprises et des employeurs pour justement l'égalité en emploi pour les personnes handicapées. Nous aurons la chance également à ce moment-là de voir avec Madame Chantal Massé, conseillère principale et directrice de la dotation de la Ville de Montréal qui sera avec nous, qui se joindra à notre présentation. Et on terminera les derniers éléments avec les réactions possibles des employeurs, les obligations d'accommodement raisonnables. Est-ce différent dans le cas d'un handicap visible et d'un handicap invisible? Et à l'issue de tout ça, vous aurez bien sûr l'opportunité, comme je le disais en introduction, de poser vos questions. Mais si vous avez des questions et que vous ne souhaitez pas qu'elles vous échappent, n'hésitez pas à les indiquer à travers le chat. Alors, après cette belle introduction avec un contenu très fourni, bien rempli, je pense que sans plus attendre, nous souhaitons aller dans le vif du sujet pour justement démarrer ce webinaire. Alors, à vous, mesdames. Capsule Engagez-moi. Parler de sa limitation à ses collègues de travail. Bonjour, mon nom est Steve Proulx. Je suis dans le domaine de l'employabilité depuis plus de 25 ans et je suis aussi atteint de cécité complète. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon expérience, vous parler de comment ça se passe quand on arrive dans un nouvel emploi, favoriser une intégration bien réussie et faire en sorte que, autant pour vous que pour l'employeur, tout se passe bien. Quand on arrive dans un nouvel environnement de travail, souvent, notre limitation, notre handicap, ça peut amener un malaise. On sait que les gens encore dans la société, même si on en parle depuis longtemps et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, les limitations, les handicaps laissent toujours une certaine difficulté. Les gens ne savent pas trop comment nous aborder. Ils ont peur de dire des choses qui pourraient nous blesser. Donc, c'est notre part à nous, je pense, quand on arrive, d'aller vers les gens, de les saluer, de jaser avec eux et de leur dire, en passant, vous remarquez que je suis peut-être un peu différent, que j'ai des choses que je fais différemment. Est-ce que vous aimeriez que je vous en parle? Est-ce que vous aimeriez que je vous explique? Et si vous avez des questions, je suis amplement ouvert à vous en parler. De cette façon-là, déjà en partant, on vient de rassurer les gens, on vient de briser, on vient de faire taire la peur de blesser. Et ils sentent une ouverture de notre part. Donc, aussitôt qu'il y aura d'autres questions, s'ils ont déjà perçu qu'on est à l'aise d'en parler, ils vont beaucoup moins hésiter à venir vers nous. Une bonne façon pour en parler, c'est l'humour. Moi, je l'ai utilisé, je l'utilise encore à profusion. C'est une façon que les gens
apprécient et c'est aussi la façon de détendre l'atmosphère. Donc, si eux ont un malaise face à notre limitation et qu'ils voient que nous, on est capable de faire des blagues, ben ça vient de leur enlever une pression. Ça vient de leur dire, regarde, toi aussi tu peux faire des blagues, puis je suis comme tout le monde, je suis capable d'en parler. Donc, il n'y a pas raison que ça vienne brimer notre relation entre collègues de travail et que je puisse pas faire partie de la gang. Voilà, donc une belle introduction pour lancer ce webinaire. Et je souligne justement la présence de Madame Chantal Massé qui vient de se joindre à nous. Donc, je rappelle Madame Massé, conseillère principale directrice de la direction de la dotation à la Ville de Montréal, qu'on aura l'occasion d'entendre un peu plus tard. Donc, on va débuter directement avec la première question que tout le monde se pose, justement. Oui, c'est une question qui est fréquemment posée dans nos bureaux. Je vous dirais que c'est une question qui brûle les lèvres de nos clients environ une fois sur deux. Ça, je devrais parler de mes limitations. Pourquoi? Ben, je vais vous parler de situations particulières dans lesquelles la question survient. Tout d'abord, l'hésitation à parler de la limitation, ça vient de la peur d'être stigmatisé. Est-ce que l'employeur va penser que je suis incompétent? Est-ce que l'employeur va retenir ma candidature si je lui dévoile mon handicap? Mes collègues et moi-même avons aussi remarqué que la question se pose souvent dans les cas où les limitations sont invisibles. Comme par exemple, quelqu'un qui a une dyspraxie, un trouble de déficit de l'attention, quelqu'un qui fait de l'anxiété. Si ça ne paraît pas, est-ce que je devrais le dire quand même? Ça, on entend ça souvent comme conseiller en emploi. Et la troisième situation dans laquelle ça peut survenir, c'est quand il y a un test médical à passer dans le cadre du processus d'embauche. Moi, j'appelle ça le spectre du test médical. Souvent, les gens nous disent « Ah ben, ils ne retiendront pas ma candidature à cause du test médical. » Certaines personnes refusent même de poser leur candidature lorsqu'ils sachent que dans le cadre du processus, il y a un test médical à passer. C'est vraiment cette crainte-là de ne pas passer le test médical. Cette question-là, elle est vraiment complexe, puis il peut y avoir des multiples réponses. Est-ce qu'on doit en parler? Bien, je vous dirais que ça dépend de la personne et de sa situation particulière et aussi le contexte dans lequel ça survient. Donc, et je vais aussi vous parler de l'évolution conceptuelle du handicap, de la perception des personnes en situation de handicap dans la société au fil des années. Puis vous allez voir, cette perception-là, elle est passée d'une vision plus individuelle, dans laquelle le handicap était comme un attribut de la personne, à une conception plus sociale du handicap, qui met l'accent sur le rôle de l'environnement dans la situation de handicap. Dans les années 50, en tout cas, moi, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui étaient nés dans les années 50, mais moi, je n'étais pas née. Les gens qui avaient des limitations fonctionnelles, ben, on les appelait les infirmes. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais jeune, un infirme ou un mutilé. C'est vraiment, on peut voir, le handicap appartenait comme à la personne. Puis au fil des décennies, dans les années 80, ça a commencé à bouger un peu. Dans les années 80, justement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, commençait à parler davantage de déficience, d'incapacité, même d'aller jusqu'aux désavantages sociaux. Donc, on voit que ça commençait tranquillement à bouger d'une conception plus individuelle vers une conception plus sociale qui a abouti dans les années 90, où l'influence de l'environnement sur le handicap, la façon dont l'environnement est adapté et influence l'expression non du handicap, c'est vraiment dans les années 90. Et au Québec, un des précurseurs de cette vision-là, c'est M. Patrick Fougerola, qui a développé un modèle qui s'appelle
modèle de développement humain, processus de production du handicap. Je vais juste vous montrer à la prochaine acétate de quoi il en retourne. Vous allez vraiment bien comprendre. Donc, on peut voir dans le modèle de processus de production du handicap que vraiment, on conçoit la personne en situation de handicap en fonction d'un moment précis donné et en fonction d'un lieu précis donné. Donc, le handicap devient plus juste le fardeau de la personne qui vit, mais ça devient une responsabilité partagée entre la personne et l'environnement aussi. Et ça devient aussi des réalités dynamiques. Par exemple, nos participants, quand on parvient à adapter les postes de travail, la portée du handicap dans leur quotidien professionnel diminue considérablement. Et puis, ça arrive même que parfois, nos participants choisissent des emplois avec lesquels le handicap n'interfère pas du tout. Donc, le milieu et les facteurs personnels influencent grandement la qualité de la participation sociale ou de la prestation en emploi de la personne. Donc, l'environnement facilite l'activité de la personne. Il devient parfois même un facilitateur. Et vraiment, le handicap, au lieu d'être vu comme étant quelque chose qui appartient seulement à la personne, il devrait être défini comme une situation de handicap qui diffère selon les situations dans laquelle la personne se trouve et une situation dans laquelle il vit plus d'inégalité en raison de ses limitations fonctionnelles. C'est le modèle qui prévaut dans le réseau de la santé actuellement. Ça va être mon tour. J'ai désactivé mon micro. Donc, merci, Mélissa. Effectivement, donc, comme elle l'a dit, Mélissa, puis-je parler de mes limitations? C'est une question qui revient souvent dans nos bureaux, mais cette question se pose aussi autrement. Dois-je divulguer mon handicap? Donc, on parle de divulgation, qui est l'action de rendre public une information. Et dans notre cas, ça va être donc le dévoilement d'un handicap ou des limitations. Sachez qu'il n'y a aucune loi qui oblige une personne qui vit avec un handicap de divulguer ses limitations. C'est vraiment un choix personnel, c'est une décision personnelle. Mais bien sûr, il est vraiment nécessaire et primordial de prendre une période de réflexion, d'analyser la situation selon la situation de la personne pour peser le pour et le contre pour prendre une bonne décision. Et bien sûr, il est aussi important que la personne qui a décidé de divulguer, la personne, elle doit être à l'aise avec sa décision, avec son choix, mais aussi avec son handicap. C'est parce que si je suis pas à l'aise avec mon handicap, je l'ai pas accepté et tout, ça va forcément sortir d'une manière qui va peut-être nuire beaucoup plus que amener un avantage. La prochaine diapo. Alors, donc, dans nos bureaux aussi, c'est pas l'unique question. Donc, une fois que la personne a décidé parfois donc, de divulguer, là aussi, ça vient, il y a d'autres questions qui viennent. Ils vont nous poser, par exemple, est-ce que par rapport déjà au moment et tout, mais avant ça, donc pour se préparer, nous, on les invite vraiment à se poser certaines questions pour bien prendre leurs décisions. Alors, donc, les questions à se demander, on ne va pas les nommer toutes, mais certaines. Votre handicap est-il visible ou invisible? Donc, ça peut faire aussi une différence. Mais ça ne veut pas dire que si il est invisible, que l'employeur ne va pas le voir. Donc, il faudrait vraiment bien analyser votre propre situation. Les limitations que vous avez, est-ce qu'elles auront un impact sur vos tâches, sur l'emploi que vous allez faire? Aussi, auriez-vous besoin d'un accommodement déjà au début pour faire l'entrevue? Est-ce que vous avez besoin d'un accommodement pour l'entrevue ou pour l'exécution de vos tâches de travail? Pour l'entrevue, par exemple, donc probablement vous avez besoin de plus de temps. Donc, si vous l'avez divulgué,
probablement, vous allez avoir des accommodements qui vont vous faciliter l'entrevue. Êtes-vous bien préparé et à l'aise pour expliquer vos limitations à vos collègues ou bien à votre employeur? Ça aussi, donc si vous connaissez pas vos limitations, je vois mal comment vous allez aborder ce sujet-là avec votre employeur, d'où la nécessité de bien se préparer. Aussi, lorsqu'on prend la décision de divulguer, sachez que lorsqu'on prend la décision de divulguer, sachez qu'il s'agit de la divulgation de vos limitations et non pas de votre handicap. Ça sert à rien que je dise, par exemple, à un employeur, j'ai la sclérose en plaques. Et après, probablement, l'employeur, il ne sait même pas c'est quoi. Donc, quel impact va avoir sur mes tâches? Il va pas savoir, je sais pas, peut-être il va paniquer. Ouh, c'est quoi ce diagnostic-là? Je pense que je vais pas l'embaucher. Mais parlez des limitations et on va vous le dire aussi au cours de ce webinaire, comment le faire aussi. Il s'agit vraiment de parler, de divulguer ses limitations et non pas son diagnostic. Voilà, la prochaine, s'il vous plaît. Alors, donc, par rapport aux avantages de divulgation, sachez que si vous choisissez de divulguer, il y a des avantages, mais probablement aussi, pour certains cas, il y a des risques. Ces risques-là, sachez qu'il y a des manières de les contourner et vous allez voir encore une fois durant ce webinaire, donc des façons pour mieux vous préparer pour la divulgation. Parlons des avantages, on va vous nommer encore là quelques-uns. Donc, une fois, par exemple, lorsque vous choisissez de divulguer votre handicap, vous pourriez bénéficier de mesures d'adaptation lors d'une entrevue ou en emploi. Donc, vous seriez plus efficace lors de l'entrevue ou encore là dans un emploi. Ça peut être plus de temps pour faire mon entrevue. J'ai des difficultés à me concentrer, je peux répondre à des questions, l'employeur m'offre uniquement 30 minutes, mais si, par exemple, je divulgue mon handicap, il y a la possibilité que l'employeur va m'accommoder, il va m'offrir plus de temps et là, j'aurai plus de temps pour répondre à plus de questions, ce qui va me donner plus de chances d'éviter l'échec et c'est vraiment comme un avantage aussi, donc situation de diminution d'échec. Les employeurs aussi étant sensibilisés collaborent plus à l'apprentissage de compétences, donc il va vous donner plus d'encadrement, il va probablement vous assigner une personne au sein de l'entreprise qui va vous accompagner comme un mentor et tout ça, et ça c'est tout est de votre côté, là. La prochaine. Et c'est sûr que aussi, au niveau du confort de la personne, lorsqu'on divulgue notre handicap, probablement aussi, l'employeur peut m'offrir, par exemple, une chaise ergonomique. Moi qui a des douleurs au dos, hein, j'ai mal, ça me cause franchement, c'est pas agréable pour moi, mais avec une chaise ergonomique, ça peut changer ma vie. Donc ça va augmenter votre confort. Aussi, donc pour certaines personnes qui vivent avec un handicap, ils font des efforts, inconsidérables pour cacher leur handicap, pour que ça soit pas découvert par l'employeur ou par les collègues. Et ça, c'est un stress pour rien, c'est un stress de plus. Si par exemple la personne avait choisi de divulguer son handicap, probablement ça va être évité, ce stress-là. Aussi, supposons que vous êtes en emploi et votre employeur désire il a décidé de vous changer des tâches ou bien votre poste. Et s'il n'est pas au courant de vos limitations, il peut vous assigner des tâches auxquelles vous ne seriez pas capable de faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Mais par contre, si par exemple, il est tout courant, moi, je suis capable d'en parler avec lui pour lui dire, pour telle tâche,
Ben, si je prends en considération mes limitations, je vois mal comment je vais le faire. Donc là, il y a un espace de négociation. Aussi, par rapport à l'augmentation du niveau de confiance et l'amélioration de l'image de soi. Donc, la personne va se sentir quand même comme une personne qui sait défendre ses droits, qui est capable de se défendre et tout. Et ça aussi, c'est considéré comme un avantage. Voilà. Donc, c'est ça pour les avantages. Je cède la parole à Mélissa. Oui, maintenant, moi, je vais vous parler des risques de la divulgation parce que oui, comme dans tout type de situation, dévoiler ses limitations comporte des risques. Mais heureusement qu'on peut les contourner avec humour, comme on a vu dans la vidéo au départ, et avec une bonne préparation. Laissez-moi vous parler de ces risques. Je vais vous en nommer quelques-uns. Et vous allez voir qu'avec une préparation, qu'avec une aisance à parler de la situation, ces risques-là peuvent être contournés. Tout d'abord, dans un milieu peu sensibilisé au handicap ou à une situation de handicap, ça peut faire en sorte que la personne soit marginalisée, ignorée ou même qu'elle ait de la difficulté à s'intégrer dans l'équipe de travail. Il peut y avoir aussi des réactions inattendues de la part de l'employeur ou des collègues, des questions de curiosité des autres. Mais encore là, si la personne elle est ouverte à répondre aux questions et à la curiosité des autres, souvent, ça atténue le malaise. Comme encore une fois dans la vidéo, la première vidéo elle était particulièrement éloquente à ce niveau. Et ça peut aussi créer la perception que la personne n'est pas autonome, elle ne sera peut-être pas capable de performer. Mais encore là, si la personne elle est persistante qu'elle démontre qu'elle a bel et bien des compétences, ben là, la situation risque d'être amoindrie également. Donc, là, c'est vraiment le moment de choisir le bon moment pour divulguer son handicap. Le client peut me dire, par exemple, Samira, OK, j'ai choisi de divulguer mes limitations. Maintenant, puis-je dévoiler, c'est quand que je vais faire ça? C'est quoi le bon moment? Est-ce que je peux dévoiler mon handicap dans mon CV? Est-ce que c'est dans ma lettre de présentation ou durant l'entrevue? Est-ce que peut-être ça va être au moment que je vais accepter l'offre que l'employeur, il va me dire le moment où il va me dire oui, bienvenue dans l'équipe, on va vous recruter. Est-ce que peut-être je vais attendre jusqu'à ce que je vais commencer? Écoutez, dans toutes ces options-là, sachez qu'il y a des avantages et il y a des risques, mais encore là, c'est des risques qu'on peut contourner. Donc, et on va voir ça aussi plus tard. Aussi, donc bien sûr, il faudrait toujours analyser la situation pour choisir le bon moment. Donc, il n'y a pas de bon moment, par exemple, c'est pas le même pour tout le monde. Chacun, il a sa situation et chacun, il doit analyser sa situation selon sa condition, bien sûr, et selon aussi parfois le poste pour lequel il postule. Et on a dit qu'il s'agit vraiment de divulgation des limitations et non du diagnostic. La prochaine. Donc, on peut choisir de divulguer notre handicap ou bien nos limitations lors de la candidature. Donc, là, c'est vraiment l'envoi du CV, la lettre de présentation. Autant que conseillère, franchement, je vous conseille pas de le faire dans le CV. Je pense que mes collègues aussi partagent mon avis. Pour moi, le CV, c'est vraiment pour parler, mettre l'accent sur les compétences de la personne et sur ses expériences. Mais oui, effectivement, on peut le mettre dans la lettre de présentation ou bien dans une lettre d'admissibilité à une subvention, par exemple, mais c'est sûr qu'il y a des moyens de le faire aussi. C'est quoi les avantages? Donc, si on choisit de divulguer à ce stade-là, donc il y aura une meilleure connaissance de vos besoins par les employeurs et c'est sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme le processus de sélection déjà peut
être modifié ou bien adapté selon vos besoins. Dans ce cas-là, par exemple, je sais pas, il y a peut-être une mise en situation ou un travail à faire. L'employeur peut vous mettre dans un contexte où vous allez travailler pendant peut-être 2 heures. C'est une entrevue un petit peu spéciale, mais on va dire que peut-être le bureau qu'il y a chez l'employeur ne vous convient pas. Vous avez besoin d'un bureau ajustable. Donc, c'est quelque chose que l'employeur peut discuter avec vous, mais ça peut être quelque chose de minime vraiment comme plus de temps pour l'entrevue. Aussi, ça peut être rassurant pour l'employeur de le divulguer à ce moment-là et vous allez gagner sa confiance. Il va se dire, waouh, cette personne-là, elle est vraiment comme transparente, elle est digne de confiance. Pourquoi pas? Je vais lui donner une chance. Aussi, donc si l'entreprise a déjà une personne ou plusieurs personnes peut-être dans son entreprise qui vit avec un handicap, c'est comme il a déjà une bonne idée et il pourra s'encourager à recruter une autre personne. Donc, il va se dire, OK, donc pourquoi pas. Et il y a aussi les employeurs qui adhèrent au programme d'accès à l'égalité en emploi. Et ça, on va le voir avec ma collègue Sonia aussi. Donc, votre divulgation peut être vraiment perçue comme une excellente vraiment occasion et l'employeur peut donner suite à votre candidature. Et aussi ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre l'accent sur cet avantage-là, c'est vraiment d'éviter des surprises en lien avec l'accessibilité des lieux. On vit à Montréal. Et on est en 2022, mais encore là, il y a des édifices qui ne sont pas accessibles. Donc, pour une personne qui est en fauteuil roulant, elle envoie sa candidature. Je pense que là, il y a un travail au préalable à faire. Donc, par rapport à ce que l'endroit est accessible ou pas. Si vous avez choisi de ne pas divulguer à ce stade-là, il y a un risque que vous allez vous déplacer jusqu'à l'endroit et finalement pas d'entrevue parce que c'est pas, l'endroit n'est pas accessible. Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose que vous pouvez éviter, éviter des surprises. Voilà. Mélissa. Oui. Un autre moment auquel on peut dévoiler les limitations fonctionnelles, c'est lors de l'entrevue d'embauche. C'est un moment particulièrement propice pour le dévoiler, puisqu'on est en tête-à-tête avec l'employeur ou avec le représentant de l'employeur. Mais tout d'abord, il faut mettre l'accent sur les compétences avant de parler des limitations fonctionnelles. C'est le conseil que je donne toujours. Puisque l'employeur vous a convoqué parce que vous avez des compétences à offrir, vous avez une plus-value à apporter à l'entreprise ou à l'organisation. Donc, une fois que l'employeur va avoir vu que vous avez des compétences, discuter de vos limitations, il va dire on a besoin des compétences de cette personne, on est capable d'accommoder ces limitations fonctionnelles pour en bénéficier. Aussi, comme on l'a encore vu dans la vidéo, en parler lors de l'entrevue, ça permet justement de lever les préjugés et de rassurer l'employeur sur votre capacité à faire le travail. Souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'amener des trucs, des pistes de solutions d'aménagement qui peuvent vous aider à effectuer vos tâches. Dans le cas où il y a des tests particuliers lors des entrevues, si vous le divulguez à ce moment-là, l'entreprise peut adapter peut-être le temps de l'entrevue pour que vous soyez évalué d'une façon équitable. Et aussi, c'est un beau moment pour développer une relation authentique basée sur vraiment la réalité avec un futur employeur. Donc, l'entrevue d'embauche, comme tout autre moment, est particulièrement propice à ce dévoilement-là. Le prochain. Ouais. Donc, à l'étape de l'offre d'emploi,
Vanessa Anne, ouais, voilà. Donc, si on est arrivé à cette étape-là, ça veut dire que vous avez choisi de ne pas le divulguer lors de votre candidature et lors de l'entrevue, vous ne l'avez pas fait. Et c'est encore le moment de le faire si vous le voulez, bien sûr. Mais donc, il y a quelque chose à prendre en considération arrivant là. Donc, est-ce que les tâches du poste que vous allez exercer, est-ce que ça convient avec vos limitations? Est-ce que vos limitations n'ont pas un impact direct sur vos tâches? C'est parce que si c'est le cas, franchement, je vous encourage à en parler avant. Avant d'arriver là, c'est parce que ça peut vous créer comme une problématique avec l'employeur. OK, félicitations, vous avez eu l'emploi, vous avez fait preuve de vos compétences, donc vous l'avez bien mérité. Mais s'il y a ce bémol-là où finalement j'ai un handicap qui m'empêche de faire cette tâche-là, qui m'empêche, c'est comme il n'y a pas il n'y a pas négociation. Donc, c'est comme si tout le poste, vous ne pouvez pas le faire. Donc, écoutez, là, c'est pas... Non, ça ne marche pas comme ça. Mais les avantages, c'est que vous avez pu négocier vos conditions d'emploi et sans faire une mauvaise impression. Et aussi, c'est comme il y a quand même aussi, il est encore le moment pour l'employeur de vous offrir des accommodements aussi. Donc ça, c'est un avantage aussi. Mélissa? Et finalement, le dernier moment auquel vous pouvez la personne a pu dévoiler sa limitation fonctionnelle, c'est en cours d'emploi. L'avantage de ce moment, c'est que la personne va avoir pu démontrer ses compétences et sa valeur professionnelle à l'employeur et elle va avoir développé une relation de confiance avec lui. Par contre, c'est important en cours d'emploi, c'est d'amener des pistes de solutions, des pistes d'adaptation du poste de travail pour que l'employeur ne se sente pas lésé ou que l'employeur craigne que la personne ne soit pas capable de faire son travail. Donc, si vous décidez en cours d'emploi de divulguer vos limitations, que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à un conseiller en emploi ou un conseiller spécialisé en main-d'œuvre pour vous accompagner dans cette tâche-là. Justement, pour résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit, moi, ce que j'entends principalement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avantages que de risques de dévoiler justement son handicap. Mais comme Samira l'a bien précisé, il est important de parler de son handicap, mais surtout beaucoup plus de ses limitations que de son handicap, surtout face aux employeurs. Alors, qui de mieux justement qu'un employeur lui-même pour donner cet avis? On va avoir la chance de suivre Monsieur François Bernier, qui était un participant de chez Memo Québec, qui est devenu depuis les dernières années employeur et qui va nous pouvoir, à travers justement cette entrevue qui a été effectuée par Marlene Basile, nous donner les deux versions, les deux aspects participants et employeurs. Bonjour, M. Bernier. Donc, vous qui avez déjà été chercheur d'emploi dans le passé et qui est maintenant employeur, comment vous voyez ça lors des entrevues? Est-ce qu'il faut répondre à cette question-là? Faut-il parler de ces limitations ou pas du tout? Oui, si je commence en tant que chercheur d'emploi, avant de lancer mon entreprise il y a 5 ans, j'ai beaucoup cherché un emploi de mon côté, puis je ne le mentionnais pas. Donc, j'appliquais sans mentionner mon handicap. Puis, quand j'allais aux entrevues, dans le temps, les premières entrevues, c'était tout le temps en personne. Puis, les gens étaient surpris. C'était pas nécessairement péjoratif, mais ils étaient très surpris lorsque j'arrivais, juste parce qu'ils ne savaient pas. Puis, je trouvais que ça gâchait un peu l'ambiance, puis ça me déstabilisait. Donc, je ne ferais pas l'entrevue naturellement comme j'étais capable de faire. Donc, si c'était à refaire,
je le mentionnerai. Puis, en tant qu'employeur, pour sûr que moi, je suis pour l'inclusivité. J'ai embauché, il y a quelques mois, quelqu'un avec un handicap via le Mémo Québec d'ailleurs. Puis, en fait, selon moi, c'est un atout. Donc, moi, qu'est-ce que je conseille de faire? C'est de le mentionner quand tu appliques. Parce qu'en plus, tu vas rencontrer ceux qui sont pour l'inclusivité, tu vas rencontrer les employeurs qui ont vraiment une ouverture d'esprit. C'est quelque chose qui est important. Donc, il va y avoir un filtre naturel. Mais ne pas seulement le mentionner, mais de aussi dire en quoi c'est un atout pour toi. Donc, parce que selon moi, par exemple, tu sais, de mon côté, le fait d'avoir eu cette différence-là, ce handicap-là, j'ai surmonté des gros challenges dans mon enfance. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, les challenges au travail, ça me fait pas peur. Donc je peux apporter beaucoup à toute entreprise. Puis c'est la même chose pour, selon moi, tout le monde qui ont une certaine différence. Donc, de le mentionner, ça va vraiment attirer l'attention des employeurs. Je pense que vous avez tout à fait raison. Écoutez, vous pouvez pas dire mieux que ça, là. Hein? Vous avez un bel exemple là, de monsieur qui a fait la recherche d'emploi et qui est maintenant employeur. Donc, la réponse, elle est là. Merci. Merci. Donc, une capsule vidéo qui résume justement un petit peu tout ce qui a déjà été présenté, mais nous allons poursuivre justement avec d'autres questionnements aussi dans notre sujet en emploi. Faut-il parler de ses limitations ou pas? Donc, je profite encore une fois pour remercier M. François Bernier, participant et devenu employeur. Alors, nous poursuivons justement avec comment divulguer ses... Oui, excellent. Bonjour tout le monde. Je suis très fébrile d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci. Donc, moi, je vais vous parler de la partie comment divulguer ses limitations, comment se préparer, des petits trucs là, pour se préparer, trouver des solutions. Donc, tout d'abord, c'est important de choisir, quand on commence un emploi, c'est important de choisir à qui on veut en parler. Donc, on n'est pas obligé d'en parler à tous nos collègues. Souvent, on choisit d'en parler à des collègues qui sont près de nous, avec qui on a des relations de travail, où on fait certaines tâches en commun. Donc, on peut choisir d'en parler à ces personnes-là ou d'en parler à des gens de confiance dans notre milieu de travail, qui va avoir un impact sur notre performance de travail. On peut aussi décider d'en parler seulement à notre employeur direct. Donc, c'est important de se préparer à l'avance. Puis au besoin, c'est de se préparer avec une personne de notre entourage ou avec un conseiller, des services spécialisés de main-d'œuvre. Donc, cette personne-là va nous aider en fait à trouver qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qui est avantageux pour moi de dire et qu'est-ce que je dois peut-être pas nommer ou éviter de dire en emploi ou la nécessité n'est pas là de le dire. Donc, et comment le dire, comment le présenter à mon employeur. Donc, l'expliquer avec des mots le plus simple possible, expliquer sa limitation, son handicap, préciser qu'il y a des solutions. C'est un élément vraiment central, là, vraiment, qu'il y a des solutions, qu'il y a des adaptations qui sont possibles. Par exemple, c'est souvent des adaptations qui sont extrêmement peu coûteuses, très simples et qui servent à la personne naturellement, mais qui peuvent aussi servir à d'autres collègues de travail. Donc, avoir des instructions par écrit, par exemple, avoir un bureau électrique pour des gens qui ont des douleurs au dos ou douleurs physiques, avoir un bureau électrique réglable en hauteur, avoir des pauses régulièrement au courant de la journée. Donc, ça peut être des adaptations là, qui peuvent être mises en place là, pour aider la personne là, qui a des limitations physiques ou neurologiques. Présenter aussi ses points forts, ça c'est très important en fait, c'est ce qui est de plus important, j'ai des forces, comme l'expliquait aussi dans la vidéo M. Bernier, il y a des forces, la limitation lui a amené à développer des capacités, à des forces qui sont des fois au-delà de la moyenne des gens.
Donc, développer, présenter ses forces, ce que vous savez bien faire et vos compétences. Parce que si vous êtes rendu là, c'est parce qu'on vous a choisi aussi pour des compétences qui sont là, qui sont présentes. Aussi, ben, un conseiller de service spécialisé de main-d'œuvre peut être présent si vous décidez de présenter, de nommer votre handicap. Souvent, ça va aider à peut-être trouver d'autres mots, présenter les choses différemment. Ça va aider à faire diminuer l'anxiété aussi. Hein. Ça peut être un moment quand même assez où on montre une certaine vulnérabilité. Donc, c'est quand même important là, de se sentir accompagné dans cette démarche-là. Voilà, oui, pour cette partie-là. Donc, c'est quelques exemples qui peuvent être des phrases clés qui peuvent aider quand on présente nos limitations. Donc, pour mieux gérer mon énergie, et être plus efficace dans mon travail, j'ai besoin d'avoir des pauses là, au courant de la journée. Là, ça permet à la personne de se récupérer puis de garder son énergie tout au long de la journée. Je travaille mieux aussi, d'autres phrases, ça peut être je travaille mieux lorsqu'on me donne une tâche à la fois. Hein, ça me permet de bien compléter mon travail puis de garder mon focus sur ce que je suis en train de faire. Je maîtrise, bon, une autre façon de dire les choses aussi, de présenter nos limitations, mais de façon positive. Ça peut être de dire que je maîtrise les logiciels informatiques. Cependant, la diminution de ma motricité fine peut affecter ma rapidité au niveau de la saisie des données. Donc, je travaille efficacement avec un clavier ou une souris qui est adaptée à ma condition. Aussi, il est plus facile pour moi d'avoir des instructions par écrit. Cela va éviter d'oublier des informations importantes puis de stresser là, à savoir si j'oublie ou pas des informations. Puis, comme j'ai nommé, d'avoir un bureau ajustable qui me permet de mieux gérer mes douleurs physiques et d'être plus efficace au travail. Garder mon énergie là, tout au long de mon emploi, de mon travail. L'autre partie que je vais vous parler, c'est les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Programme donc où je vais parler un peu de à quoi servent les programmes d'accès à l'égalité, à qui ça s'adresse, pourquoi ils ont été créés, ces programmes-là, et c'est quoi les avantages de s'auto-identifier dans le cadre d'un programme d'accès à l'égalité en emploi. Donc, à quoi sert le programme d'accès à l'égalité en emploi? En fait, le programme d'accès à l'égalité en emploi découle d'une loi, vient d'une loi provinciale là, sur l'accès à l'égalité en emploi qui est en vigueur depuis 2001. Le programme d'accès à l'égalité en emploi, ça vise à contrer la discrimination systémique en emploi. Donc, c'est principalement sur cet aspect-là. Il y a deux grands objectifs, dont l'objectif d'assurer la représentation équitable des personnes visées par ce groupe-là. Je vais vous en parler plus tard, là, des 5 groupes de personnes visées. Et donc, c'est ça dans tous les corps d'emploi, tous les types d'emploi d'une organisation ou d'une entreprise. Ça permet dans le deuxième objectif aussi d'identifier et de corriger les règles, les pratiques de gestion des ressources humaines qui pourraient être potentiellement exclure ou désavantager les personnes qui sont issues de groupes visés. À qui ça s'adresse? Ben, ça s'adresse aux organismes publics, les organismes gouvernementaux, le réseau de l'éducation, tous les CIUS et certaines entreprises privées également. Les organismes publics qui ont plus de 100 employés doivent mettre en place un programme d'accès à l'égalité en emploi. On parle du secteur municipal, comme les villes de Montréal. On a Mme Massé aujourd'hui, donc ça fait partie d'un des secteurs, donc le secteur municipal, le réseau de l'éducation, tous les commissions scolaires, les cégeps, les universités. Les sociétés d'État comme Hydro-Québec a des programmes d'accès à l'égalité en emploi, l'Auto-Québec, la SAC, et il y en a d'autres là. Et la Sûreté du Québec aussi pour ses effectifs policiers. Donc, voilà. Pourquoi ils ont été créés? Le programme d'accès à l'égalité en emploi a été créé pour les groupes de personnes visées comme les femmes, les personnes autochtones,
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes en situation de handicap. Toutes ces informations-là que je vous nomme, là, vous allez avoir un complément d'information sur le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est un site vraiment complet. Ils ont vraiment des articles, des informations là, qui sont très complètes là, par rapport au programme. Donc, pourquoi ça a été créé? Ça a été créé aussi afin que les personnes des groupes visés soient représentées de façon équitable sur le marché du travail. Et lorsqu'une entreprise ou un organisme qui met en place ce genre de programme-là, elle va contribuer donc à réduire les inégalités là, sur le marché du travail. Les avantages à s'auto-identifier dans le cadre d'un programme d'accès à l'égalité en emploi, tout d'abord, il n'y a aucune obligation à m'auto-identifier, même si ça fait partie d'un programme d'accès à l'égalité en emploi. Donc, la loi n'oblige pas les gens à s'auto-identifier. C'est un processus qui est volontaire et les informations qui sont recueillies restent des informations qui sont confidentielles. Donc, pourquoi m'identifier? C'est quoi les avantages? Ben, en fait, ça permet d'éviter l'exclusion dans le processus d'embauche parce que je suis une personne handicapée ou que je suis une personne qui fait partie des groupes visés. Ça permet de contribuer à éliminer la sous-représentation des groupes visés dans certains types d'emplois aussi. Si je possède des compétences, naturellement, si je possède des compétences requises là, pour occuper le poste. Aussi pour pouvoir bénéficier de l'application des mesures qui visent à corriger les inégalités à l'embauche ou lors d'une promotion. Juste pour vous donner un exemple de cas, tout récemment, j'ai une candidate, une participante qui a appliqué dans un organisme fédéral et qui ne s'était pas identifiée comme ayant un trouble neurologique, une limitation. Donc, elle a commencé le processus d'embauche et en cours de processus, elle devait passer un test qui faisait appel à ses capacités neurologiques. Donc, ce qu'on appelle un test de raisonnement, test cognitif. Et elle est très consciente que pour elle, ces tests-là vont absolument la disqualifier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite communiqué avec le comité d'embauche pour présenter la candidate et faire en sorte que la candidate ait des accommodements pour l'aider à passer à travers cette partie du processus-là. Donc, ce qui a été fait, et rapidement, on lui a accordé 48 heures de plus pour qu'elle puisse faire le test en question, le test de raisonnement. Donc, ce qui fait qu'elle a avancé. Maintenant, elle avance dans le processus de sélection. Si elle ne s'était pas identifiée naturellement, elle n'aurait peut-être pas passé cette étape-là et sa démarche serait terminée à cet endroit-là. Donc, l'importance de s'auto-identifier dans les processus d'embauche. Voilà. On va profiter puisque nous avons justement dans le programme d'accès à l'égalité Madame Chantal Massé qui est avec nous. Bonjour Madame Massé. Comment êtes-vous? On l'a vu passer, votre micro. Bonjour. Oui, bonjour Madame Massé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, ça va un peu mieux. Donc, je vous présente Madame Massé, conseillère principale à la direction de la dotation de la Ville de Montréal. Merci d'être avec nous cet après-midi, premièrement. Merci de participer à ce soulignement du 75e avec cette fameuse question en emploi, faut-il parler de ces limitations ou pas? Donc, on a eu déjà beaucoup d'indicateurs au niveau surtout des avantages, mais des risques également. La mise en valeur plutôt de ses limitations plutôt que de mettre en valeur son handicap. Et là, on vient de parler d'un programme d'accès à l'égalité en emploi. Vous faites partie de ce programme, vous, la Ville de Montréal. Et comment opérez-vous ce travail au quotidien, Madame Massé? Bien, en fait, effectivement, la Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi approuvé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Chez nous, pourquoi c'est recommandé de s'auto-identifier? C'est que les candidats et même les employés nous permettent d'évaluer la place réelle des personnes handicapées dans l'organisation et de mettre des mesures en place pour favoriser la diversité et l'inclusion. À la Ville de Montréal, il est certain que nous voulons augmenter de façon importante la présence des personnes handicapées dans nos effectifs. Donc, parmi les personnes compétentes, nous essayons de prioriser le plus souvent possible les candidates et les candidats handicapés. Comment ça se passe à la Ville de Montréal lors de la postulation et lors de la convocation? Les candidatures de personnes handicapées peuvent être priorisées. Par exemple, on a certains programmes spécifiques comme celui qu'on a avec Memo où les comblements pour les employés de soutien, on offre un accès direct aux recruteurs plutôt que de passer à travers notre système de postulation qui, on ne peut pas vous le cacher, il est quand même assez lourd et parmi lesquels on a une multitude de candidatures. Et ça nous permet de cet accès direct-là d'inviter en entrevue les candidats qui répondent directement à nos conditions d'admissibilité. Donc, on l'appelle chez nous le fast track, mais en fait, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir un accès direct avec le recruteur. Ça permet aussi également à la dotation au recrutement d'inviter les candidats et candidates avant la convocation, de nous faire part des mesures d'adaptation qui seraient nécessaires pour des entrevues ou des tests. Par exemple, comme on l'a déjà mentionné, avoir un peu plus de temps ou avoir besoin d'un interprète lors de l'entrevue. En finissant, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il est bon de savoir à la Ville de Montréal, c'est que l'auto-identification demeure volontaire et c'est confidentiel. Il n'y a que les responsables du recrutement et de diversité en équité et l'inclusion qui ont accès à cette information. En s'auto-identifiant, les personnes participent à un mouvement collectif à la Ville de Montréal pour rendre la ville plus diversifiée et plus équitable. Puis finalement, à la Ville, nous croyons aussi qu'une plus grande diversité dans nos ressources humaines nous aidera à améliorer nos services à la population. Fait que voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui au nom de la Ville. Merci. Ah, mais très, très gentil à vous, Madame Massé. Donc, si je comprends bien, la Ville met beaucoup d'efforts justement à inviter les gens à s'auto-identifier dès le départ pour pouvoir justement arriver plus rapidement auprès des gestionnaires, en fait, passer certaines étapes, comme vous l'avez dit, qui peuvent être un peu lourdes ou un peu longues. Donc, c'est vraiment un avantage. Une question peut-être, si je peux me permettre, c'est quoi la proportion au sein de la ville des personnes qui se sont identifiées comme handicapées? Est-ce que vous avez une idée un petit peu? Je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, on vous encourage, nous, on encourage là, à ce que cette proportion-là augmente parce que notre souhait, c'est d'augmenter effectivement le nombre de personnes handicapées à la Ville de Montréal pour plus de diversité. Et je suis certain qu'il y a encore beaucoup de place pour ces gens-là. C'est certain, c'est certain. Parfait. Merci beaucoup, Madame Massé. C'est parce qu'on la remercie doublement. C'est parce qu'elle s'est vraiment fait, elle a fait vraiment un grand effort pour se libérer. Elle avait un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Donc, on va poursuivre justement cette présentation avec un petit peu plus de détails en ce qui concerne les différents cas d'handicap et les réactions possibles justement des obligations. Oui, je continue. Alors, je vous parle des handicaps invisibles. Là, même invisible, le handicap ne passe pas inaperçu. En fait, les handicaps invisibles sont nombreux. Ils peuvent être d'ordre sensoriel, d'ordre physique, d'ordre cognitif. Et dans les faits, on dit, il y a des statistiques là, qui disent qu'il y a 2% des personnes là, qui sont en situation de handicap sont en fauteuil roulant et que 80% des handicaps déclarés sont invisibles. Mm-hmm. Donc, ce qui est quand même une quantité importante de personnes avec des handicaps invisibles. En effet, même invisible, le handicap ne passe pas inaperçu parce qu'il y a des conséquences vraiment réelles là, qui peuvent être apparentes, comme l'absentéisme, comme la fatigue,
comme le manque de concentration, comme les douleurs chroniques là, qui vont justement nous emmener là, la difficulté à nous concentrer et à livrer une certaine performance là, en emploi. Donc, révéler son handicap, c'est sûr que ça comporte des risques d'exposer sa vulnérabilité, mais en même temps, ça va pas ouvrir des portes à des préjugés. Ça va pas faire en sorte que l'employeur ou les collègues de travail autour vont interpréter des choses qui sont peut-être pas vraiment collées à ce qui se passe réellement là, pour la personne en situation de handicap. Comme par exemple, on peut penser qu'il y a un désintérêt ou qu'il y a une paresse. Donc, ça peut apporter ce genre de perception face à l'employeur ou aux collègues de travail. Si vous en parlez, ça va également alléger le fardeau qui revient juste à l'employé de cacher son handicap. Ça va réduire votre anxiété, comme Samira nous parlait. Donc, ça va réduire l'anxiété qui va être liée au fait que l'employeur découvre ma limitation. Ça permet d'établir une relation de confiance aussi directement avec notre employeur, de transparence face à notre condition et à ce qu'on va devoir aussi livrer comme prestation. Ça me permet d'être authentique aussi d'emblée là, dans mon milieu de travail. Parfait. Donc, encore beaucoup d'éléments qui permettent justement de se dire qu'il faut en parler, il faut le mettre en évidence. Il y a une certaine manière de le faire. Il faut se faire accompagner. Je pense que c'est ça un petit peu aussi la conclusion derrière tout ça, c'est que vous avez des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous soutenir, qui sont en relation avec d'autres individus au niveau professionnel pour vous accélérer peut-être et vous soutenir dans cette présentation de candidature ou d'entrevue. Bien sûr, la moelle épinière et Motricité Québec est à votre service. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous, n'hésitez pas à leur en parler. On est passé à travers un petit peu notre programme assez rapidement, mais je pense qu'on sait qu'il y a encore du contenu, il y a encore des choses qui sont intéressantes et pertinentes à parler. Mais moi, je veux surtout répondre justement là aux petites questions qu'on a reçues. D'abord, via le chat, des personnes se demandent, comme Madame... j'ai vu tout à l'heure passer, elle pose la question de savoir est-ce que le PowerPoint que l'on a présenté sera disponible à faire diffuser. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, on va vérifier ça, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème de vous faire parvenir le PowerPoint. Et puis là, c'est le moment en fait d'ouvrir ces micros et de vous inviter peut-être à soulever des points, parce que je sais que parmi nous, nous avons bien sûr des employeurs, Madame Chantal Massé de la Ville de Montréal, nous avons des personnes qui sont aussi très impliquées, mais nous avons également des candidats qui sont peut-être dans le processus de recherche d'emploi, qui se posent eux-mêmes la question. Donc, je les inviterai à ne pas hésiter à ouvrir leur micro et à poser la question ou leurs questions. Et je sais également que parmi nous, nous avons des candidats qui sont actuellement en emploi, qui sont dans les entreprises, qui sont chez les employeurs. Et ils ont peut-être leur mot aussi à dire dans leur quotidien professionnel. Alors, je vois M. Patrick Desgroseilliers qui est en emploi et qui nous suit. Est-ce que, Patrick, tu aurais quelque chose peut-être à nous dire? Je ne l'ai pas mentionné, mais je l'avais à mon employeur actuel, mais je l'ai mentionné à mon employeur, mes deux employeurs précédents. Et ils ont eu une compréhension, mais moi, j'en doute parce que je ne travaille plus pour eux autres. Fait que Mais tu avais débuté, donc ce n'était pas... tu avais fait tout le processus, tu leur en avais parlé, ils t'avaient engagé. Peut-être que la vie fait que des fois, on n'est pas au bon endroit au bon moment. C'était peut-être ça? Non, je ne l'avais pas mentionné dès l'entrevue. OK. C'est ce que je me demandais, mais il me semble que je le demandais à Samira, mais je ne suis
Ça, je ne suis pas certain. Là. On s'est tellement vu souvent, Samira et moi, fait que je me rappelle plus de tout ce qu'on s'est Le dit. plus Là. important, Patrick, c'est que là où tu es maintenant, ça se passe bien et on est content pour toi. C'est ça. C'est ça. Ouais. À ton employeur actuel, tu lui as signalé, là, le handicap. Non, Non? non, j'ai pas parlé en fait de mon TDA que j'ai. OK. Donc, Il ne s'agit pas, comme on l'a dit, il ne s'agit pas de divulguer le diagnostic, mais C'est c'est ça. les limitations. Donc, hmm, voilà. Merci. Parce qu'à côté de ça, tu avais Patrick. énormément de compétences qui convenaient à ton employeur actuel. C'est ça surtout, hein, je pense. Donc, mhm. merci, Patrick, de ta présence et de ton intervention. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre le micro ou simplement lever la main? Oui, bonjour. J'espère que Bonjour. vous allez bien. Bien, merci. Moi, ça fait pas longtemps que j'étais avec moi l'épinière, justement, puis je parlais avec ma conseillère que je trouve ça pas évident de devoir faire un retour progressif auprès des employeurs qui sont dans le domaine privé, qui n'ont pas nécessairement de programme d'accessibilité à l'emploi. Si je suis pas prête à le dire tout de suite en partant, tu sais, pour pas nuire à mes chances. Je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire sur ce point-là. Je pense que c'est vous, comme organisme, qui peut nous aider sur ce point-là, mais d'avoir différents types de degrés pour commencer un emploi. Je ne sais pas comment dire ça. J'en ai déjà parlé avec ma conseillère en emploi. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une réaction là dans justement l'équipe de conseillers en emploi. C'est sûr que effectivement, c'est pas toujours évident de trouver comme un emploi à temps partiel, notamment si par exemple le temps partiel aussi a des conditions, comme par exemple espacer entre les journées et tout ça. Il s'agit vraiment de trouver la bonne personne, mais je veux dire le bon employeur. Et pour ça, ça peut prendre un peu de temps parfois, mais il y a toute une sensibilisation aussi à faire au niveau des employeurs. Et c'est pas de l'impossible, mais c'est juste, il y a du travail à faire. Oui, c'est pour ça que je disais juste s'il y avait comme un projet qui pourrait être développé de nous permettre de faire des stages. Ouais. Mais ça C'est ça que je trouve qui serait intéressant. Mais là, je vais me permettre justement peut-être, puisque nous avons Madame Massé qui est avec nous, parce que je sais, Madame Massé, vous avez des programmes de stage à la ville, hein? Ben, pour les stages actuellement qui sont à la ville, c'est vraiment le parrainage professionnel. Donc, c'est affiché sur leur site Internet. Donc, on invite les personnes intéressées à y aller voir eux-mêmes. Et il y a Madame Isabelle, c'est Isabelle Racine qui a levé la main. Oui. OK. Et puis, il y a aussi Vanessa Drollet-Gauthier. Donc, on commence par Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, allô Samira. Bonjour à tous. Dans le fond, moi, ma question, le programme d'accès d'égalité à l'emploi, est-ce qu'il s'applique seulement pour les personnes qui veulent être embauchées, dans le fond, qui sont en processus d'embauche, ou il y a des mesures aussi pour celles qui sont déjà en emploi, mais que leurs conditions de santé changent? Donc, au départ, elles étaient sans handicap, sans limitation, puis pour X raisons, là, finalement, leurs conditions de santé changent, puis elles se retrouvent avec des limitations. C'est ça ma question, parce que je ne connais pas trop le programme, puis je voulais savoir dans quelle mesure les employeurs dans le réseau public, ils sont comme encadrés par ce programme-là. Voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être laisser la parole à Mme Massé. Hein? Mme Massé, vous êtes… voilà. Oui, effectivement, oui, je suis désolée. Effectivement, je suis spécialiste beaucoup plus en dotation que lorsque les gens sont en emploi. Donc, si je préférerais peut-être laisser quelqu'un chez vous répondre à cette question-là pour ne pas dire des énormités. Parfait. Merci, Mme Massé. Mais, oui, si je peux répondre, en fait, il y a des formulaires qui peuvent être remplis en cours d'emploi s'il y a une limitation qui arrive. Qui arrive, là, puis que vous êtes en emploi, vous pouvez avoir accès à des accommodements et des adaptations, même si la condition arrive après.
Donc, puis vous pouvez aussi, là, vraiment le site là, des commissions, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, là, il est très complet à ce niveau-là. Il y a l'OPHQ aussi qui peut vous répondre de façon plus précise là, sur ces genres de questions-là. Donc, ça, c'est vraiment des ressources là, très pertinentes là, pour vous soutenir là, dans cette situation-là. Oui. Parfait, merci. Bienvenue. Un plaisir, Madame Racine. Alors, on a aussi une question, Madame Vanessa Drolet qui a levé la main. Oui, bonjour. Donc, moi, ma question, dans le fond, c'est concernant, j'ai vu le programme justement d'accès à l'égalité à l'emploi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait l'Hydro-Québec qui était inclus. Et puis, je me demandais, je ne sais pas si vous en savez davantage à ce sujet-là, mais moi, c'est par expérience avec un participant, c'est que en comparaison avec Mme Massé, ce qu'elle nomme à la Ville de Montréal, qui ont même un certain, on pourrait dire, privilège, en quelque sorte, les personnes en situation de handicap pour avoir accès à certains emplois, être considérées, dans le fond, bien, moi, de mon côté, qu'est-ce qui arrive avec Hydro-Québec, c'est vraiment un processus vraiment difficile à l'interne, au niveau de différents syndicats à rentrer et tout, au niveau d'ancienneté. Puis en réalité, il ne semble pas y avoir du tout ce type de privilège-là qu'on retrouve à la Ville de Montréal. Donc, j'étais comme étonnée de voir qu'il y avait Hydro-Québec dans les noms, en réalité, parce que je ne sais pas si quelqu'un en sait davantage en ce sens, mais une personne, disons, qui peut vraiment exercer qu'un seul type d'emploi qui est très limité par rapport à sa condition de santé, à ce moment-là, vraiment de difficulté à accéder à ce type d'emploi-là, ne pouvant pas en faire d'autres, exemple, pour finalement accéder à ce poste. Et il y a comme vraiment, j'ai approfondi la question du côté d'Hydro-Québec, il n'y a vraiment rien à faire, il semble dire, à ce sujet-là. Fait que je me demandais. De toute façon, pour Hydro-Québec, le fait que c'est plus de 100 employés, ils n'ont pas le choix que d'adhérer. Donc, je sais, j'avais déjà croisé lors d'une conférence, une personne qui travaille à Hydro-Québec et elle travaillait vraiment dans ce programme-là. Et à l'époque, il y a à peu près, c'était durant la période de pandémie, donc ça fait pas très longtemps de ça. Elle nous parlait d'un programme de stage et ils se sont associés avec un organisme qui n'était pas le nôtre, ni le vôtre. Donc, c'était comme un projet pilote. Donc, ils sont rendus où? Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas de toute façon le choix que d'adhérer à ce programme-là. Et après ça, au niveau de l'application, chaque entreprise elle le gère à sa façon. Voilà. Mais je comprends ce que vous vivez, Vanessa. Oui, surtout mon participant là, qui cherche vraiment un emploi d'ailleurs aussi à 4 jours semaine et ça ne se trouve pas à plusieurs endroits. Donc, je sais que ça fait longtemps qu'il souhaite vraiment intégrer un emploi là-bas, mais ça ne semble pas être possible malheureusement. Bref. Je me demandais si je pouvais avoir un peu plus d'informations en ce sens aujourd'hui, mais je vous remercie. Merci. Je voulais juste mentionner à tout le monde que j'ai mis le lien vers le site web de la Commission des droits de la protection de la jeunesse duquel Sonia parlait tout à l'heure. Je l'ai mis dans le chat. Merci. C'est juste pour vous informer de ça. Merci, Mélissa. Et il y a une personne qui a levé la main aussi. Je ne sais pas c'est quoi le nom, parce qu'il n'est pas nommé. Oui, bonjour. C'est moi. Vous m'entendez? Oui, OK. Bonjour, alors mon nom c'est Raymond et moi j'ai un handicap et j'ai vu dans un article dans la presse qui est sorti, je pense que c'est sorti hier à propos, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, à l'effet que, bon, il y a un procureur du DPCP qui allègue que lui, il a un TDAH, puis il a de la douance aussi, et qu'il n'a pas il n'a pas pu bénéficier d'accommodement de la part de son employeur. Bon, ça m'a fait penser, je me suis demandé, est-ce que, l'employeur, il a un devoir là, d'accommodement, là, vous avez parlé un peu du cadre légal dans lequel on se trouve, mais arrive-t-il, il y a peut-être un seuil où est-ce que les accommodements ne deviennent plus possibles à cause que la condition, elle est ce qu'elle est. Ça, là, au niveau légal, on va où après ça? Est-ce que, l'employeur, je ne sais pas, devient obligé de nous muter dans
dans une autre fonction en nous gardant le même bénéfice salarial. Puis après ça, ben, à un moment donné, si ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Alors, je pousse un peu plus loin là, parce que, bon, l'accommodement, ça va, mais des fois, la condition évolue ou bien, je ne sais pas, il y a un accident et ça fait en sorte que ben là, tout d'un coup, la capacité à faire le travail malgré les accommodements, elle est compromise. Qui veut réagir? Oui. Je dirais que par rapport aux accommodements, ce que la loi cite, c'est vraiment les accommodements raisonnables. Donc oui, l'employeur est censé d'accommoder son employé, mais d'une façon vraiment raisonnable. Et ça, c'est le bout qui manque un petit peu dans la loi. C'est quoi raisonnable? Donc, si l'employeur juge que vous êtes très coûteux pour l'entreprise, c'est comme il n'est pas capable. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça. Et il n'y a pas des balises, il y a un manque juridique là-dessus. Et effectivement, il y a du travail à faire à ce point-là. Okay. Mais sachez que il faudrait bien se préparer déjà lorsqu'on en parle avec notre employeur. Et sachez qu'il y a aussi des subventions qui peuvent aider un employeur pour accommoder le poste de son employé. Et il y a une compensation d'un manque à gagner en cas où d'un manque de concentration ou de manque de productivité. Et il y a aussi des subventions pour ça. Et tout ça, ça fait en collaboration avec les organismes communautaires comme le nôtre et Service Québec, bien sûr. Donc, il y a quand même des solutions, mais il y a aussi des limites, effectivement. OK. Donc, ce que j'entends peut-être, M. Raymond, c'est qu'il y a des solutions, en effet, mais peut-être que l'employeur n'est pas forcément au courant de ces solutions. Donc, lui, il prend la solution la plus simple, la plus rapide. Peut-être, c'est ce qui peut arriver. Ben, peut-être, mais c'était quand même de voir jusqu'à où sont les obligations de l'employeur. Puis je comprends que le critère de la raisonnabilité, c'est pas blanc ou noir, c'est variable, mais que quand même, dans certaines circonstances, parce que l'handicap est plus important, quand même le devoir d'accommodement se limite. Et bon, je comprends, il y a des programmes de subvention et tout ça, mais il y a quand même des mailles dans lesquelles c'est possible. Il peut avoir des maillons brisés un petit peu. C'est sûr que dans la chaîne, il peut avoir, comme vous dites, des maillons brisés. Mais il faut poser les questions, il faut amener peut-être les réponses auprès de certaines personnes et puis on peut trouver des accommodements, justement. C'est ça le but, hein, je pense. Merci. Il y a Valérie qui a levé la main. Alors, Valérie Lavigne. Oui, moi, ma question, c'était, parce que moi, je l'ai vécu personnellement, cette situation-là, mais je voulais savoir, mettons qu'on est dans une entreprise qui soit adaptée ou non, mettons qu'on a des limitations, qu'on a déclaré ces limitations, même s'ils sont temporaires, parce que moi, dans la situation, c'était suite à une opération, donc c'était temporaire, mais ils étaient quand même là. Mon employeur, mon patron, n'a pas accepté de respecter ces conditions-là tout le temps qui devaient être présentes. Donc, il a fallu que j'aille jusqu'au médecin pour avoir un billet pour prouver que j'avais besoin de ces accommodements-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres recours? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que, mettons, pour aller voir les ressources humaines, il fallait que je passe par cette même personne qui ne respectait pas pour voir les ressources humaines. Donc, je veux savoir si jamais ça se reproduit dans une autre entreprise pour d'autres limitations ou d'autres problèmes, y a-t-il des manières de faire? Y a-t-il des personnes à contacter? Y a-t-il des choses à faire? Parce que l'employeur était comme pas ouvert non plus vraiment à la discussion. Donc, j'avais tenté plusieurs choses qui n'avaient pas vraiment mené à des points positifs. Samira, peut-être? Je dirais, c'est sûr que chaque entreprise a sa politique, hein, c'est à respecter. Par rapport aux absences, tu es au courant aussi, toi, Rudy. Donc, oui. On a des clients qui s'absentent beaucoup dans des entreprises et n'ont pas, les ressources humaines n'ont pas le choix de respecter leurs conditions. C'est ça. Donc, c'est comme le terme m'échappe, le terme exact que je veux dire, mais toujours, lorsqu'on s'absente, on doit justifier. Donc, vous êtes allé, par exemple,
chez votre médecin, demandez le billet médical et il faudrait le déposer à votre employeur. Et il ne faudrait pas aussi, pour certaines entreprises, dépasser un nombre de jours par mois. Il y a ça aussi. Mais il y a toujours des solutions. Si, par exemple, vous avez, la personne est accompagnée par un conseiller en emploi, le conseiller en emploi peut entrer en contact aussi avec les ressources humaines pour essayer de trouver une solution en commun. Et dans notre cas, par exemple, moi et Rudy, on a un cas en commun et on intervient les deux dans le dossier pour mieux accompagner la personne par rapport, par exemple, à ses absences et les justifications d'absence. On est conscient que nos clients ont des problématiques aussi. Parfois, ils peuvent oublier. Déjà, lorsque tu es malade, peut-être que tu vas même oublier de demander la justification. Donc, on essaie de développer des stratégies pour faire habituer, par exemple, nos clients à que ça devient comme un automatisme de demander le billet médical et tout. Mais c'est ça. Donc, il y a des lois dans des entreprises qu'il faudrait qu'eux-mêmes qu'ils respectent. C'est sûr que idéalement, là-dedans, c'est de se faire accompagner dès le départ par un conseiller ou une conseillère. Et puis, au moins, il y a une autre personne avec un regard externe qui pourrait justement jouer un peu le rôle d'avocat, de médiation, puisque justement, chez Memo Québec, l'équipe d'employabilité est soutenue justement par l'agent d'intégration et de maintien en emploi, qui est mon rôle, où je vais justement sur place et puis je peux justement me permettre de rencontrer l'employeur et de l'aviser des situations et de soutien qu'il peut avoir, mais c'est parce que ça a été pris en charge dès le départ. Donc, on sait, on connaît les situations, on connaît nos gens. Donc, n'hésitez pas. C'est ça surtout, je pense, qui est important.